Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Télé News RDC. Je suis très content de savoir que vous appréciez le travail que nous faisons tout le jour ici. Je salue de manière particulière la diaspora de qualité, pas de la merde, qu'on nous a amené ici au pays. Nous recevons aujourd'hui, après un long moment d'absence, Alain Bolodjoa Ibola. Alain Bolodjoa Ibola, bonjour. Bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je rappelle que vous êtes président d'un parti politique en gestation, Lèvons-nous et bâtissons. Vous êtes nationaliste congolais. Nationaliste, progressiste. Analyste politique. Bon, j'aime pas trop. Vous n'aimez pas trop. Pas trop. Économiste de formation. Exact. Voilà, désormais ici, on va continuer à présenter les gens, à rappeler leurs qualités, pour que vous ayez une idée de ce qu'ils dégagent comme substance intellectuelle. J'en ai assez de gens qui n'ont pas de qualité, mais qui passent à la télé pour donner des leçons. On ne va plus commettre l'erreur de l'IDPS. Hein. Vous voyez, on a donné beaucoup de crédit aux gens de l'IDPS qui ne représentaient rien sur le plan scientifique et même de l'ancrage populaire. Conséquence, aujourd'hui, vous avez une gestion improvisée et très largement catastrophique. Toutes mes excuses pour ces expressions dures, mais qui représentent en réalité la vérité. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. De temps en temps, j'ai dit que la situation est devenue extrêmement complexe. Plusieurs armées, mais qui ne combattent pas. Mais quelle est l'importance d'avoir autant d'armées, mais qui ne vont pas au front pour combattre? Est-ce que Félix Tshisekedi, face à cette impasse, est-il l'homme de la situation ou est-il un problème? Et quelles seraient les solutions à envisager pour que le Congo ne soit pas entre les mains du M23 de manière éternelle? Parce que c'est ça la réalité. Quelle est la formule magique qui pourrait sauver notre pays et sauver le régime Félix Tshisekedi qui semble visiblement très dépassé par les événements? L'armée angolaise s'est ajoutée sur la liste des armées de la force régionale de l'EAC, pas pour combattre. La mission, c'est la dissolution du M23, le désarmement et la réintégration. Nous allons savoir, avec toutes ces déclarations qui fusent de partout, vous avez vu la déclaration, la dernière, de la présidente de la Tanzanie qui a dit « La force régionale n'est pas venue combattre les M23, mais elle est venue pour parler ». Nous allons nous poser des questions avec notre invité qui a fait beaucoup de temps sans être reçu ici. Processus électoral, état de lieu de ces processus. Vous avez suivi il y a quelques jours seulement Denis Kadima sur les antennes de France 24, tergiversé sur le fonds qu'il reçoit pour l'organisation des élections. Si il avait reçu sur un montant de 600 millions de dollars américains, seulement 400 000 pour l'exercice 2022. Cette année, Denis Kadima n'a dit mot sur des fonds reçus par rapport aux opérations électorales. Lui-même, sur Télé 50, avait déclaré que depuis le mois de septembre, il n'a plus rien reçu. Entre-temps, le processus, d'après les opposants, est très bâclé. Il a évoqué des contraintes liées au financement, mais aussi des contraintes liées à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le rideau n'est pas transparent, je le disais, quand j'ai reçu Mike Moukébaye sur ce plateau. Est-ce que nous allons tout droit vers un glissement? Vous vous rappelez, Félix avait déclaré à l'époque, s'il n'y a pas d'élection, il y aura une transition sans Kabila. S'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas Kabila. Est-ce qu'en 2023, s'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas aussi Félix? Est-ce que la même jurisprudence sera appliquée à Félix ou on va retomber sur la jurisprudence de Joseph Kabila Kabange qui est resté président de la République en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu? Dialogue ou pas dialogue, tout cela, c'est à le savoir ici avec notre invité. Alain Bolodjoa, je vous reçois. On va d'abord aborder la question relative à la situation sécuritaire dans la partie Est. Est-ce que vous y croyez, avant qu'on arrive à des analyses, est-ce que vous y croyez à une solution et pour quand? Bon, je crois que nous sommes obligés de trouver des solutions ou une solution par rapport à ces problèmes parce que c'est un devoir sacré.
Vous y croyez à la solution? Exactement. Et c'est pour quand? Bon, pour quand, ça dépend de la population, parce que je pense que déjà nous faisons fausse route. Nous pensons qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes avec M. Félix Tshisekedi. Comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas compter sur lui parce que justement, il est les zéros de la fonction. Toute solution plus Félix Tshisekedi égale à zéro. Toute solution plus Félix Tshisekedi égale à zéro. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas... Il n'est pas un atout au problème. Non, il est problème. Il est les zéros de la fonction. Vous voyez, quand vous prenez 5 moins 5, ça vous donne 0. Ça vous donne 0. Cela ne veut pas dire que le dernier 5 est nul. C'est une valeur, mais précédée d'un signe moins. Donc, quand vous prenez moins 5, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, plus 5, ça vous donne 0. C'est justement parce qu'il a une valeur négative. Le jour où on arrivera à résoudre le problème Tshisekedi, on pourra espérer trouver des solutions au problème de l'Est. Très bien, on a compris que Félix ne fait pas partie des solutions au problème de l'Est. Nullement. Ça, c'est un acquis. On croit qu'il y aura une solution. L'équation est devenue tellement difficile. Admettons que ça ne soit plus Félix qui est président de la République. Il partira peut-être par voie électorale, ce qui est souhaitable d'ailleurs. Non, il ne faut pas souhaiter ça. Il ne faut pas souhaiter ça parce que ça risque de... C'est l'hypothèse la plus plausible. Non, ça ne sera pas solution en fait. Parce que s'il sort par la grande porte, c'est-à-dire qu'on organise des élections bâclées, il n'est pas élu, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. C'est-à-dire qu'on va garder le même contexte, mais on change juste le pion. Ça ne sera pas intéressant. La solution que nous préconisons, c'est plutôt l'article 64. C'est-à-dire que si Félix Tshisekedi partait... L'une des solutions légales. L'une des solutions légales. Non, mais elle est légale, effectivement. En dépit du fait qu'il y a la solution électorale, mais aussi non, la solution... l'élection ne peut pas être solution. Je vous l'ai dit. Il faut qu'il y ait révolution. C'est-à-dire que le peuple doit se prendre en charge. En ces moments-là, on va changer les rapports de force. Parce que si nous allons aux élections, avec des élections bâclées telles que préconisées aujourd'hui, eh bien, on risque d'avoir un autre Félix Tshisekedi. Revenez à votre solution. Le problème n'est pas la personne de Félix Tshisekedi. Le problème, c'est le système qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir. Et donc, il faut envisager plus la révolution que le processus électoral tel qu'est préconisé. Très bien. Alors, dans notre solution, nous pensons que s'il y a révolution, voyez-vous, ça va changer beaucoup des donnes. Pas seulement en rapport avec la gouvernance telle que nous la vivons aujourd'hui, mais aussi par rapport au rapport de force et au comportement des acteurs, autres acteurs que le gouvernement. Parce que le problème, il n'y a pas que Félix Tshisekedi, il y a plusieurs intervenants. Vous prenez par exemple la question sur l'exploitation. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont les multinationales qui entretiennent la confusion. Elles ont des garanties de maîtriser dans une large mesure les acteurs politiques. Et donc, en ces moments-là, ils peuvent faire partie Félix Tshisekedi et le remplacer par une autre personne. Mais si c'est le peuple qui se prend en charge, en ces moments-là, le pouvoir réel de l'État sera détenu par ces peuples et il va conférer à la personne de son choix. Laissez-moi réfléchir par rapport à votre logique de la révolution par rapport à l'article 64. J'ai dit ici que c'est légal. Légal parce que l'article 64 dit que le peuple a le pouvoir de s'ériger en obstacle vis-à-vis d'un groupe de gens qui veulent exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Le prendre en violation ou l'exercer en violation de la Constitution. Alors, s'il y a révolution, aussitôt qu'on aura des dirigeants de transition, parce qu'à ce moment-là, ça sera une transition, dans cette hypothèse, le problème, il se présente de manière très complexe. Plusieurs armées sont à l'Est. Ajouter à cela une autre armée qui vient d'Angola, qui ne vient pas combattre. Le gouvernement de notre pays a recruté des milices qu'on a reconstituées à des forces réservistes. S'il y a un nouveau pouvoir par la voie de la révolution, comment ce nouveau pouvoir pourrait aborder la question et trouver des solutions? Bon, premièrement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'adhésion populaire. Voyez-vous, vous voyez le comportement de M. Félix Tshisekedi. Il est en train de battre de l'aile justement parce qu'il n'a pas l'adhésion populaire. Ça, c'est un atout.
Deuxièmement, ça va faire en sorte que nous puissions redynamiser certaines structures. C'est-à-dire, déjà, le gouvernement ne sera pas le gouvernement Yes Men tel que nous avons aujourd'hui. Ça ne sera pas quoi? Ça ne sera pas un gouvernement Yes Men tel que nous avons aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, il y aura un nouveau Parlement constitué essentiellement de personnes qui vont donner effectivement des solutions aux problèmes de la population. Parce que le problème, c'est qu'on semble négliger l'apport des autres institutions dans la solution du problème. C'est-à-dire? Aujourd'hui, on donne plus l'impression comme si toutes les institutions sont focus sur la personne de Félix Tshisekedi. Les autres institutions ne fonctionnent pas normalement. Vous prenez par exemple le Parlement. Aujourd'hui, il est devenu un bras séculier, une caisse de résonance de la présidence. Alors qu'en réalité, nous avons institué le Parlement justement pour délimiter le pouvoir du président. Et puis, troisièmement, on va mettre fin au tribalisme qui se vit au niveau de l'armée. On va donner la possibilité à tous les Congolais, membres de l'armée, à faire quelque chose. Et puis, troisièmement, on aura à gérer rationnellement le peu d'argent que nous avons. C'est-à-dire que si on trouve de la sérieuxité en nous... C'est en interne. Ça, c'est en interne. Si on trouve de la sérieuxité en nous... Quelque part, vous donnez raison à Emmanuel Macron qui a dit qu'on est incapable d'organiser la chose publique à travers son administration, les systèmes de sécurité et de défense. Non, mais par contre, c'est lui qui m'a donné raison parce que... Ah, c'est lui qui vous a rejoint. Mais oui. Très bien, avancez. En tout cas, on peut prétendre aujourd'hui que c'est nous qui avons influencé son discours. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Lui nous a rejoints. Et donc, nous savons qu'il y a effectivement un problème. Parce que quand vous prenez la complexité du problème, vous allez vous rendre compte que le facteur favorisant, c'est d'abord la faiblesse interne. Vous avez suivi la ministre en charge des Affaires étrangères belge. Voilà. L'avait aussi dit. La solution, c'est-à-dire que le problème en interne fait en sorte qu'au niveau international, que nous avons beaucoup de problèmes. Essayez de vous imaginer, lorsque vous prenez la représentation de notre pays à l'étranger, quelle est la qualité, quel est le profit des ambassadeurs? Voyez-vous, c'est aussi un problème. Au lieu que nous menions une diplomatie fluide pour que nous arrivions effectivement à pousser nos partenaires bilatéraux à venir nous soutenir, on a préféré donner ces postes des ambassadeurs à des invertébrés, des gens qui n'ont aucune maîtrise. Justement parce qu'on est dans une approche militante. En matière de finances publiques, la manière dont les finances publiques sont gérées, je peux peut-être vous surprendre, la présidence consomme plus que l'armée. Non, ce n'est pas une surprise pour moi, je le sais. Voilà, ce qui veut dire qu'au regard de toutes ces réalités, nous sommes la raison de la fragilisation de nos institutions. Ce sont là les fertilisants de la guerre. Mais si nous arrivons à nous discipliner, on ne doit pas avoir à la tête du pays ou à la tête des institutions des indisciplinés. Il faut que nous ayons la discipline de la gestion des crises. Il faut que nous mobilisions toutes les intelligences d'ici et d'ailleurs pour que nous puissions arriver à présenter un nouvel algorithme susceptible de résoudre le problème. Lorsque nous avons une bonne diplomatie, on va convaincre les partenaires bilatéraux à venir nous accompagner. Lorsque nous avons une bonne diplomatie, on sera en mesure d'orienter les finances publiques pour l'achat d'équipements de nos militaires. Lorsque nous arrivons à être plus sérieux en interne, eh bien, les autres partenaires qui ne voient rien en nous de bon pour être attirés par nous, trouveront qu'effectivement nous devenons sérieux et ça sera déjà une solution. Alors, Alain Bolodjoa, ça c'est au niveau interne, les solutions sont claires. On retrouve une organisation efficace et efficiente. Maintenant, qu'allez-vous faire ou qu'est-ce que le nouveau dirigeant issu d'une révolution, on suppose, parce que c'est légal, à travers l'article 64, quels seraient les comportements du Congo face à la prédation externe? Vous parlez des multinationales qui tournent autour de la guerre dans la partie est du pays. Quels seraient les comportements du Congo organisés vis-à-vis de ce qui passe derrière les M23 et d'autres groupes armés? Bon, je crois que ce qui nous manque, c'est l'intelligence situationnelle. Voyez-vous, nous sommes en face d'une situation
nous devons analyser le variable explicatif et en ces moments-là, on va donner, ce que j'ai dit, un nouvel algorithme. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une fonction économétrique ou une fonction justement pour voir, lorsqu'on va faire les calculs des synergies, quelle est la variable explicative qui influe sur l'autre. Vous savez, l'Occident, parce qu'il s'agit de l'Occident, l'Occident n'a pas une préférence pour le Rwanda. L'Occident a besoin de voir ses intérêts être garantis. Voyez-vous? Il a besoin d'un État qui assure ses intérêts. Exactement. C'est-à-dire que si nous arrivons à développer cette intelligence, pas seulement à nous constituer un obstacle par rapport à leur vision, mais aussi à renégocier certains contrats. C'est juste ça, parce que le fait seulement que nous sommes dirigés par des invertébrés, des gens qui n'ont pas la capacité de développer cette intelligence de négociation, ça fait que nous sommes victimes, nous réagissons par rapport aux actes. Je vous prends juste un exemple. M. Macron est venu ici. Les gens ont trouvé le fait qu'il a perdu, la France a perdu plusieurs États au niveau africain, que nous devons à tout prix rejeter la France comme le font les autres Africains. Moi, j'étais contre cette option. Alors qu'en réalité, c'était une occasion pour nous de négocier sur de nouvelles bases. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette intelligence de comprendre ce qui s'est fait et de jouer sur la position de faiblesse de la France, parce que la France a besoin de trouver un espace pour résoudre ses problèmes. Et pour nous, c'était une opportunité. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi et sa cohorte ont considéré, par contre, qu'il devait se comporter comme si nous étions dans une situation de France-Afrique. Non, nous ne sommes pas de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique concerne plus les anciennes colonies françaises, que nous n'en faisons pas partie. Donc c'était pour nous une opportunité de négocier d'égal à égal, bon, je dirais de négocier de manière équitable avec la France, arriver à garantir à la France une certaine sécurité de ses investissements, et après on va gagner la confiance de la France. La France ne viendra pas pour nous sécuriser, elle viendra en réalité pour sécuriser ses investissements. Parce que si elle perd la France et elle perd le Congo, c'est fini. Donc les Français peuvent aussi se constituer en bouclier. Parce qu'ils ont des intérêts chez nous. Tout ça, ça demande de l'intelligence. Vous prenez le pays tel que l'Afrique du Sud, qui est aussi une grande puissance aujourd'hui. On peut garantir la sécurité des investissements des Sud-Africains, parce que n'oubliez pas que l'Afrique du Sud a un problème d'électricité. Et la solution, c'est Inga 3. Voyez-vous, on pouvait négocier avec l'Afrique du Sud pour qu'elle arrive effectivement à investir chez nous et à sécuriser son investissement. Vous prenez la Chine, qui est aussi une grande puissance, qui a besoin de certaines matières. On pouvait négocier avec la Chine pour sécuriser ses investissements. Vous prenez les Américains, vous prenez les Anglais, les Allemands. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant avoir... Vous pensez que c'est facile d'être avec toutes ces grandes puissances? Non, mais apparemment, les gens semblent oublier que nous avons joué ce rôle pendant des années dans ces pays. À l'époque de Mobutu, on négociait avec les Chinois, on négociait avec les Américains, on négociait avec la France, sans avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ce qui nous manque, c'est cette intelligence. Et quand est-ce qu'on a constaté qu'il y avait absence de cette intelligence? C'est dans le choix des représentants au niveau des ambassades. Allez voir, allez visiter, allez voir. Cherchez même sur le net. Comment nos ambassades sont gérées aujourd'hui? On prend les épouses, les épousettes, le concubin et le consort, on prend le beau-frère et le consort, on le place comme des ambassadeurs, les représentants de la République. C'est-à-dire que nous n'avons pas une capacité de négociation parce que justement la présidence de la République a apprivoisé toute l'administration. Lorsqu'on dit que le président de la République a notamment pour mission la diplomatie, les affaires étrangères, cela ne veut pas dire qu'il est le seul élément. Il fallait jouer sur nos ambassades, avoir des ambassadeurs de qualité, des gens qui ont une certaine expérience, parce que moi, là, tel que je vous parle, je ne suis pas spécialiste sur des questions géopolitiques. Je ne suis pas spécialiste sur des questions géostratégiques. Il faut recruter des gens qui s'y connaissent. Vous faites d'eux des ambassadeurs. Vous leur donnez des moyens. Ils vont commencer à chercher, dans le cadre des chambres de commerce, chercher des potentiels investisseurs. Ce sont les investissements qui garantissent la paix. Ce n'est pas l'inverse.
Donc, si vous avez une approche économique de la situation, une approche commerciale de la situation, vous trouvez facilement des solutions au problème. Alors, mais lorsque vous amenez une approche purement militante, une approche politique, vous allez échouer. Alain Bolodjoa, il y a une question qui me passe sur la tête. Est-ce que vous pensez, Alain Bolodjoa, que ces forces obscures, notamment les multinationales, auront beaucoup plus à gagner lorsque le Congo est organisé en interne et qu'il a la capacité de négocier avec les grandes puissances, ou ces multinationales gagnent beaucoup plus lorsqu'il y a une situation de désordre? Est-ce qu'ils n'ont pas fait le choix d'imposer les désordres qui, à mon humble avis, rapportent beaucoup plus pour leurs gains, plutôt que d'avoir un pays organisé qui discute au niveau des relations bilatérales et multilatérales? Bon, je crois que dans leur entendement, dans leur approche, dans leur perception de choses, ils doivent créer la désolation pour mieux gagner. Ça, c'est Mais attention, quand on parle de multinationales, ce sont des intervenants au niveau de la communauté internationale. Les multinationales sont multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une multinationale qui décide en dernier ressort. Parce qu'au niveau du commerce international, il y a effectivement des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que quand vous êtes en conflit avec le multinational américaine qui s'occupe par exemple de la téléphonie, je prends par exemple Apple. Si Apple a besoin de l'instabilité pour imposer, pour arriver à maximiser la profitabilité, aux États-Unis, il y a une autre entreprise qui en a aussi besoin. C'est-à-dire que celui qui veut entretenir les désordres a aussi un concurrent. Vous donnez à son concurrent un espace pour que lui, en ces moments-là, fasse le contrepoids. Soit un obstacle. Un obstacle, effectivement, parce que quand il y a des intérêts divergents, ça crée la sécurité. Mais quand il y a un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une sorte de monopole en matière d'exploitation, ce sont ces gens-là qui créent les désordres. Et vous prenez le Chinois et consorts, vous donnez à chacun un espace pour qu'on arrive effectivement à se sécuriser. Et deuxième élément, plus il y a des investisseurs, plus il y a des capitaux frais. Plus on crée des emplois, plus l'assiette fiscale augmente. S'il y a sérieux dans la gestion de tout ce qu'il y aura comme retombée, eh bien, on aura le moyen de sécuriser nos intérêts. Ce sont les mêmes pays qui viendront investir, qui vont nous fournir en équipement militaire. On prend en charge nos militaires, on renforce notre service de sécurité, et en ces moments-là, nous jouons un rôle tampon entre les intérêts des orientaux ou des occidentaux, et en même temps, on va être une sorte de catalyseur pour les autres pays. Nous avons l'avantage de l'avoir déjà vécu. Parce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, on a expérimenté ça. C'est possible. Nous sommes la femme la plus convoitée et fort malheureusement, nous sommes indisciplinés. Ce qui fait que ceux qui veulent avoir des femmes mariées ne verront pas notre beauté, mais surtout notre comportement. Voilà pourquoi vous trouvez la belle femme du village être célibataire, mais les femmes le moins belles se marient. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas beaucoup de choses à offrir à la communauté occidentale, mais le Rwanda est désiré. Très désiré. Alors, changeons juste de comportement. Ce qui nous met mal à l'aise ou ce qui nous met en porte-à-faux avec la vision de la communauté internationale, c'est l'indiscipline de gouvernance. Je dirais l'imbécilité de gouvernance. Nous devons y mettre fin. Devenons plus sérieux et on va sécuriser tout le monde. Très bien, ça c'est la partie très scientifique de cette émission. Au moins, par rapport aux approches que vous avez développées, j'ai parlé de l'approche scientifique que vous avez développée tout à l'heure. Même moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ceux qui nous suivent ont eu les mêmes enseignements ou les mêmes idées, les mêmes observations que moi sur le plan scientifique. En tout cas, beaucoup de scientifiques partagent ces analyses et ces observations d'Alain Bolodjoa. Ça, c'est sur le plan de la réalité scientifique, de comment notre État devrait fonctionner. Maintenant, par rapport à la réalité du pays, Alain Bolodjoa, au regard de ce que vous avez développé, c'est-à-dire que nous marchons contrairement à ce qui aurait dû être la norme. Exact. Quelles sont les conséquences de la situation actuelle où nous avons un président de la République qui, en réalité, n'a plus la maîtrise
de la complexité du problème de l'Est. Mais malheureusement ou heureusement, c'est lui qui dirige le pays. Quelles sont les conséquences les plus immédiates auxquelles notre pays est guetté? Bon, les conséquences, c'est vivre déjà au niveau de la perception qu'ont les autres. C'est-à-dire qu'on nous considère comme un pays indiscipliné, un pays qui n'est pas, qui s'est mis en marge de la norme de gouvernance. Et cela réduit l'indice de fréquentabilité du pays. La crédibilité du pays. Hein. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne viendront pas investir. Le pays n'est pas fréquentable. Le pays n'est pas assez fréquentable. Ne rassure pas. Ceux qui peuvent venir, ce ne sont que des kamikazes. C'est-à-dire que des gens qui viennent investir à très court terme. C'est-à-dire que ce n'est pas de vrais investisseurs. Pas de vrais avec investisseurs. Des capitaux. De vrais investisseurs sont ceux qui viennent investir dans le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir dans la durée, dans la durée, 25 ans, 50 ans. Et donc, là, déjà, il y a un problème. Et notre problème, c'est l'instabilité au niveau de la partie Est et même dans d'autres coins du pays. Ça, ce sont des conséquences. Voyez-vous? Peut-être que les gens n'ont pas compris. Lorsque nous insistions sur la qualité de la diplomatie, parce que nous savons jusqu'aujourd'hui que la diplomatie, c'est un élément essentiel de la politique. C'est un levier. C'est un levier important. Essentiel. En dehors de la diplomatie, il y a l'armée. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'a pas utilisé la bonne approche sur le plan diplomatique et la bonne approche sur le plan militaire. Si j'étais à la place de M. Félix, bien que je ne le souhaite pas, si j'étais moi président de la République, j'allais effectivement effectuer de voyages. Mais j'allais plus investir dans nos ambassades et à l'administration des affaires étrangères. Quand j'arrive quelque part, je négocie avec ces pays, mais le travail doit être relayé par les ambassades. On a de bons ambassadeurs, on a une bonne administration, on sait où toucher, on sait comment utiliser, on prend notre armée, on peut la réformer, même avec l'infiltration. On sait identifier qui sont problèmes et qui ne le sont pas. On crée une dualité en interne au niveau de l'armée pour que ceux qui sont infiltrés se sentent en insécurité, tout en les gardant. Voyez-vous? Et après, on a la garantie sur le plan diplomatique, on a la garantie sur le plan militaire. On fait maintenant une déclaration, nous sommes prêts à faire la guerre contre quiconque qui va s'hasarder à toucher à nos intérêts. Ce n'est pas qu'on va cibler la communauté internationale, mais on va cibler les éléments malicieux qui nous entourent. Le jour où on sentira qu'effectivement l'État congolais devient de plus en plus discipliné, les gens n'oseront plus nous attaquer. Parce que quand vous prenez la situation actuelle, il y a une sorte de mutualisation d'intérêts. Le Rwanda se bat pour les autres et pour lui-même. Le problème pour lequel il se bat pour les autres, c'est pour garantir les intérêts de multinationales de la communauté occidentale. Mais en même temps, le plus grand problème, le facteur qui favorise plus la situation de guerre, c'est la vision hégémonique. Là, les gens en parlent, mais n'entrent pas en profondeur. Là, ce sont les dividendes de Kagame. Non, mais effectivement, et ce qui fait que l'infiltration sert à ça, en fait. Il veut nous provoquer, nous sommes fragilisés. Quand nous entrons en guerre contre son pays, lui, il a pris le soin de se préparer dans le temps, dans la durée. Lorsqu'on va commencer, il va dire, ok, voilà, les gens vont déclarer leur autonomisation et il va annexer cette partie du pays. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette intelligence. Ce qui est surprenant, il y a beaucoup de Congolais intelligents. Mais ils évoluent de manière éparse. Il fallait que nous ayons un fédérateur. Quelqu'un qui serait capable d'identifier chacun selon son domaine de prédilection, le mettre ensemble, créer des îlots d'intelligence et nous lancer dans cette guerre des cerveaux. Fort malheureusement, il y a déjà un problème au niveau du sommet. Je ne connais pas l'adresse scientifique de M. Félix Tshisekedi. Et dans la plupart des cas... Je veux dire quoi par l'adresse scientifique? Je ne connais pas son adresse scientifique parce que je peux dire, vous avez fait le journalisme, donc vous avez... J'ai fait ça à l'IFASIC. Voilà, vous êtes produit de l'IFASIC, vous avez fait le journalisme. Monsieur Félix... Vous êtes le produit de quelle université? Moi, je suis de l'Université pédagogique nationale d'abord, et puis IPGA après. C'est-à-dire que je connais un peu
je connais votre adresse scientifique, je peux comprendre comment vous devez analyser en tant que journaliste. Voyez-vous? C'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, on devait recruter toutes les intelligences, des spécialistes sur des questions géopolitiques, géostratégiques, droit international et consorts. On met les économistes, ceux qui sont spécialisés sur le commerce, l'économie extérieure et consorts, on le met ensemble, les sociologues, les anthropologues, les historiens, on le met ensemble pour que nous dégagions une vision du pays par rapport à la situation que nous vivons. Fort malheureusement, vous trouvez aujourd'hui M. Félix Tshisekedi est en train de patauger, justement parce qu'il ne sait pas comment orienter ses intelligences. Et naturellement, plus la situation perdure, plus nous devenons de plus en plus faibles. Très bien. Alors, j'ai une question pour qu'on finisse ce dossier. Il se trouve que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la Fort malheureusement, oui. Et heureusement. Non, fort malheureusement. C'est lui qui est le président jusqu'au 20 décembre 2023. Ah bon? Ça, c'est une parole d'évangile? Non, parce que selon les calendriers de la CENI. Non, mais... Laissez-moi poser ma question à Alain Bolodjoa. Alors, dans cette perspective, c'est quoi la finalité du Congo pour le peu de temps que Félix est à la tête du pays, alors que la situation sur le terrain est intenable à la suite de mauvaises approches qu'il a prises au niveau de ses politiques? Je crois que c'est ce qu'on lui a dit en Angola. Il s'est séjourné en Angola. Le week-end dernier. Oui, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit quoi? On lui a dit qu'effectivement, il a commis beaucoup de bourdes. Je crois même les chaînes qui émettent là-bas ont rapporté cette même analyse. Et ça fait que M. Félix lui-même a reconnu. Il a reconnu? Lui-même a reconnu. Ah, j'aime son honnêteté. Non, mais attendez. Non, lui-même a reconnu qu'il n'a pas d'autre choix que de veiller sur l'application des accords que lui a signés. Quels accords? L'accord de Nairobi, l'accord de Luanda. Ce sont les deux accords qui nous lient aujourd'hui. Ce sont ces accords-là qui sont soutenus par la communauté dite occidentale. Voyez-vous? La France soutient, la Belgique ne s'y oppose pas, les États-Unis attendent. Bref, la communauté occidentale attend à ce que nous appliquions cet accord. Dans cet accord, on n'a pas considéré le M23 comme problème. Ah bon? On considère le M23 comme l'une des parties en conflit avec le gouvernement. Voilà pourquoi ils insistent sur le dialogue politique entre le gouvernement congolais et le M23. C'est-à-dire que l'essentiel de ces deux accords, c'est de laisser la latitude au M23 de s'organiser pour qu'enfin, on arrive à leur réinsertion. J'en ai parlé l'autre fois. C'est ça l'essentiel. Et donc, pour que nous arrivions, on a créé une zone tampon qui sera occupée, d'après l'accord de Nairobi, par EAC. Qui est occupé d'ailleurs? Et d'après l'accord de Luanda, l'Union africaine devait être représentée. Et c'est l'Angola qui s'est porté garant, effectivement, pour envoyer ses 500 militaires. L'Angola n'est pas un acteur majeur dans la crise. L'Angola accompagne EAC. Pas le Congo? Non, l'Angola accompagne EAC. Parce qu'officiellement, le Congo n'a pas demandé l'accompagnement de l'Angola. On les lui a imposé. L'Angola a considéré que le fait que le cessez-le-feu n'a pas été respecté, comme il a pris part à la dernière décision, et bien l'Angola vient pour voir si le parti prenante sont dans la vision de respecter l'acte. Très bien, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Alors, très bien. Alain Bolodjoa, vous dites que l'Angola vient accompagner le processus de Nairobi, mais ne vient pas accompagner la RDC. Exact. Exact, parce que la RDC n'a pas fait la demande. Peut-être vous serez surpris d'apprendre, avant que la décision soit prise, parce qu'ils sont arrivés jusqu'au niveau du Parlement angolais. L'Angola a accepté. L'Angola a accepté d'accompagner
le processus déjà enclenché au niveau de Nairobi. C'est ce qui justifie d'ailleurs les émissions, de multiples émissions qui ont été organisées dans ce sens au niveau de l'Angola. Parce que nous avons de partenaires qui sont là, qui nous ont donné certaines informations. Mais avant que l'on prenne cette option, l'option qui était d'abord levée au niveau de l'Angola, c'est d'accompagner la République démocratique du Congo dans le cadre de la bilatéralité. Mais ils ne sont pas venus dans le cadre de la bilatéralité, mais dans le cadre de la multilatéralité. C'est-à-dire que l'Angola vient dans un cadre officiel au niveau de la région en tant que pays membre de l'Union africaine. La finalité, on va finir par intégrer quelques éléments du M23 au sein des FARDC. Non, mais il n'y a pas que l'armée. Il y a d'abord le M23 ont élargi leurs exigences. Les revendications. Les revendications. Au-delà du fait qu'il faut être effectivement, dans l'armée. Ils défendent, depuis quelque temps, d'après ce qu'ils disent, ils défendent les intérêts Tutsi. Le rwandophone, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent assez que le rwandophone se sente en sécurité. C'est-à-dire qu'on va reconnaître la nationalité en masse à une catégorie des gens qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, et ainsi de suite. Qui ne sont pas des Congolais. Qui ne sont pas des Congolais. Ils sont classés parmi les réfugiés. Et d'après les données que nous avons... Ça, c'est une sorte d'infiltration organisée. Non, mais officielle. Une infiltration officielle. Officielle. C'est-à-dire que ce que Laurent Désiré Kabila avait refusé, c'est que Kabila s'est permis de faire, aujourd'hui, on va formaliser, parce qu'avant, c'était plus les militaires et le politique, mais là, maintenant, ça sera la population. Ils viendront en tant que des réfugiés congolais vivant dans ces pays-là. Ils sont au nombre pratiquement de 700 000 et 300 000. Qu'on va injecter au... Alors qu'en réalité, au regard des données de HR, on parlait de 75 000. C'est-à-dire qu'on va injecter de non-congolais chez nous, on va leur reconnaître la nationalité, on va leur donner de l'espace, on va construire des maisons pour eux, on va garantir leur intégration. Mais là-bas, ici chez nous, dans la partie est du Congo. Non, mais ils ne peuvent pas aller ailleurs en dehors de la partie est. C'est ça la vision. Voilà pourquoi nous avons lancé des alertes à M. Félix Tshisekedi. Attention, n'allez pas vers ces gens. Vous savez, ce qui est déplorable, c'est quoi? On nous disait, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Mais vous n'êtes pas intelligent. Il faut reconnaître que ces gens ici ne sont pas intelligents. Vous pensez que le fils d'Étienne Tshisekedi va vraiment accepter une infiltration officialisée? Non, mais il a déjà accepté en signant les 2 accords. On est déjà dans l'accord. Non, il a déjà signé. Mais malheureusement, je n'ai pas amené le texte. Il a déjà signé. Il a apposé sa signature. Ça a été acté au niveau de l'Union africaine par les représentants, le président angolais. Ça a été amené au niveau du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a pris note. Toute la communauté internationale ne parle que de ça. Quand M. Macron est arrivé ici, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, comment sauver le Congo? Non, mais il faut d'abord enlever tous les éléments malicieux. Oh là là. Renforcer... Votre démarche semble longue. Non, mais il n'y a pas d'autre voie. Intenable. Non, mais attendez. C'est comme quelqu'un qui a la carie. La solution, c'est d'arracher la dent. Très bien. Mais tellement que vous avez peur de la douleur, vous demandez qu'on vous donne des aspirines. C'est ça la solution que vous apportez. Ce sont des solutions palliatives. Il faut d'abord discipliner les institutions en interne pour que nous arrivions à résoudre le problème de manière durable. Merci. Vous avez un dernier mot par rapport à cette... Non, en dehors des thématiques. Non, mais j'ai dit, c'est quand même décevant de voir que le Congolais ne prenne pas le soin. Moi, je suis désespéré un peu par cette analyse, cette vérité, ça me désespère. Lorsque je vois les atouts de ceux qui nous dirigent, je me dis, bon... Non, mais quand vous parlez des atouts, vous faites allusion à quoi? À la masse? De ceux qui nous dirigent. Non, mais vous faites allusion à quoi? À la masse? Ceux qui dirigent le Congo, non? Non, mais ce n'est pas un atout. Non, mais c'est-à-dire que je suis inquiet de voir que la plupart de ceux qui nous dirigent n'ont pas d'atout pour pouvoir sauver le Congo. C'est ça qui me désole. Et heureusement, voilà pourquoi j'ai dit la solution reste l'article 64. Une solution très difficile. Oui, mais quand même efficace. Très efficace, c'est bon. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Avec quel peuple? Donc vous considérez que c'est déjà... La messe est dite, il n'y a plus de solution. Est-ce que si c'était dans un pays de Maghreb, cette situation allait... Non, on allait assister à des pendaisons.
C'est pourquoi j'ai dit Bah, on a un voilà. problème des peuples. Non, le peuple, Les nôtres, il est la calme, révolution. Les nôtres, il est calme et il ne réagit pas. Non, mais attention, Mais- la révolution, même dans ces pays-là, il y a eu toujours une période de soudure. Vous savez ce qui et me on fait n'a mal à jamais Alain vu- Bourgeois, c'est quoi? Ça, c'est la partie patriotique. J'assiste tous les jours aux tueries dans la partie Est. C'est comme si on tue le peuple parce qu'on sait qu'il y aura un autre peuple qui viendrait pour habiter là-bas. Et à Exact. ce moment-là, la balkanisation sera beaucoup plus facile. Exact. Ces peuples viendront réclamer C'est un ça, la référendum pour que l'État parte. Et nous, malheureusement, on est un peu inconscients. C'est ça la stratégie. On n'agit pas, le peuple est calme, nous on parle, on n'est pas écouté. Je suis dans une situation de désespoir. Non, on est écouté. Ne vous sous-estimez pas, nous sommes écoutés. Mais peut-être que l'élément déclencheur ou Manque. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut pensez que ça reconnaître, viendra un il jour? faut reconnaître que la population comprend de plus en plus. Vous pensez que cet élément... Non, mais ça viendra. Moi, je garde espoir. Je crois que Très le bien. peuple va se réveiller un jour. Voilà, merci beaucoup Alain Bolodjoa. Ça, j'ai aimé cette partie de l'émission. On va prendre les derniers virages qui ne va pas durer. Ces histoires des politiques, des glissements par moment, c'est la même chanson qu'on attend tout le temps. 2011, 2018, 2023, c'est la même chanson. Les reports, les fichiers, l'état des lieux, fraude planifiée, tout ça. Mais quand même, on va en parler parce que c'est l'actualité. Alain Bolodjoa, c'est quoi aujourd'hui l'état de lieu du processus électoral d'après vous? Bon, M. Félix Séké a créé les conditions pour que le processus ne puisse pas évoluer normalement. Lui, Félix. Oui, fort En faisant malheureusement. Oui, mais ce sont là ce qu'on appelle de politique Tshisekedi-centrée. Hein? Premièrement, Tshisekedi-centré. Premièrement, il a joué sur la situation de l'Est pour prétexter disant qu'on ne peut pas aller aux élections sans la partie Est, alors qu'il avait la capacité de contrôler le tout. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans la partie Est, comprennent déjà que le 1-23 n'est pas si fort que ça. Voyez-vous, M. Félix Séké s'est interdit de bien soutenir l'armée et en même temps de créer la confusion. Et donc, ils veulent profiter de ça pour qu'il n'y ait pas élection. Mais je tiens ici à rappeler à M. Kadima que lorsqu'il faisait la cartographie, il y avait des groupes armés. Comment l'a-t-il fait? Oui, mais il avait déployé quand même son personnel là-bas. Vous pensez que ça peut être possible? Non, quand il faisait la cartographie, il avait déployé effectivement des agents de la CENI. Ils ont travaillé avec le groupe armé. Je prends ici à témoin M. Michik. Voyez-vous? Et donc, ils avaient besoin d'avoir de raisons pour repousser les élections. Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a des projets qui sont en voie de négociation, dont les débuts pourraient commencer dans 2 ans. Par exemple, le projet Inga 3, vous avez vu, l'Afrique du Sud a un problème avec l'électrification. On devait chercher 85 milliards de dollars pour toute l'enveloppe. Et les premiers travaux devaient être lancés. Il y a les négociations du port de Banana. Fort malheureusement, il a mal négocié. Aujourd'hui, il a plutôt tendance à jeter le pont route-rail dans le cadre de corridor sud-ouest. Avec le Congo-Brazzaville. Avec le Congo-Brazzaville à partir de Pointe-Noire jusqu'à Ilebo. Fort malheureusement, ça fait que de l'autre côté, les gens qui voulaient financer ont trouvé qu'il y avait un obstacle. Ils ont suspendu. Il veut redynamiser ces projets. Et pour lui, il considère que s'il arrive à exécuter, à faire appliquer les accords qu'il est en négociation aujourd'hui, ça pourra éventuellement aider la population à voter pour lui. Donc, M. Félix Séké a besoin d'une sorte de rallonge d'au moins 2 ans pour qu'il soit potable. C'est-à-dire que pour qu'il soit éligible, pour qu'il soit choisi, accepté par la population, parce qu'il a compris que son bilan est largement négatif. Donc, tout ce que vous voyez là, des tueries dans la partie Est, tout ce que vous voyez là, le non-financement des opérations de la CNI, c'est fait à dessein. Il ne veut pas aller aux élections en 2023. Il souhaite aller aux élections en 2025.
l'année où le projet vont commencer à voir le jour. C'est ça, les politiques Tshisekedi-centrées. Et voilà pourquoi il a misé sur ces deux éléments. L'insécurité. L'insécurité et le non-financement. C'est tout de même surprenant d'apprendre que la CENI n'a pas d'argent. Ouais, il a dit clairement. Kadimala dit avec autant de légèreté. Il est dans le complot. Il est dans le complot. Mais il a été choisi pour ça. Il est dans le complot, mais il veut s'en dédouaner justement parce qu'il sait que si la population fait pression, il faut que l'on choisisse entre lui et l'autre Kazadi, voir qui d'entre les deux doit porter la responsabilité. Mais moi, je vous dis ceci. Entre les deux, je le considère, comprenez, je le considère comme des marionnettes. Le chef d'orchestre, celui qui est en train de tout boutiquer, c'est M. Félix Tshisekedi. Comment pouvez-vous expliquer? On a eu à organiser les élections dans ce pays avec un budget de moins de 5 milliards. Sous Kabila. Aujourd'hui, le pays est devenu 3 fois plus riche qu'avant. Nous avons un budget estimé à 16 milliards. En 2022, ils ont maximisé les recettes. Ils ont dépassé les assignations. L'État congolais est arrivé à mobiliser 11 milliards d'après leurs incantations. C'est-à-dire que l'État a eu plus d'argent que ce qui était prévu. Comment pouvez-vous expliquer au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, la CENI n'a pas reçu l'argent? Pas seulement l'argent de la rémunération, même l'argent des opérations. Tout en sachant que c'est la période où on devait lancer l'enrôlement. C'est-à-dire que le ministre des Finances fait la stratégie telle que le Kignon aime le dire, Tiniga Tchakal. M. Félix Tshisekedi demande au ministre des Finances d'appuyer sur le pédale de frein et il demande à la population de pousser la voiture ou le véhicule pour avancer. Mais lui-même demande à la personne qui est à ses côtés d'appuyer sur le frein. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de voir le pays avancer. Quel niveau de méchanceté! Au lieu de libérer la démocratie, de libérer le pays, non. Son souci à lui, c'est de garder le pouvoir. Non, on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Et avec la complicité de la classe politique, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont répondre à ces dialogues? Ils sont nombreux. Il ne va pas faire route seul. Certainement qu'il aura besoin de gens, les Alain Bolodoa, les Kabila, les Katumbi, les Fayoulou. Est-ce que vous pensez que la classe politique va l'accompagner dans ces schémas suicidaires? Non, mais attention. Déjà, Kengo a été voir Kabila, selon nos sources, il aurait été envoyé par Tshisekedi voir Kabila, discuter avec lui autour du glissement. Le confrère Pero Louara a fait beaucoup de révélations sur les émissaires de Fort Nyassimbe envoyés à Kabila sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Nous savons tous qu'on contacte ici et là les acteurs politiques à venir pour qu'on glisse ensemble. Est-ce que vous pensez que la classe politique va accompagner Félix Tshisekedi sans savoir les vraies intentions de Félix par rapport au glissement? Non, mais je suis tout de même surpris de voir, parce que les gens en parlent aujourd'hui. Moi, j'en ai parlé, ça fait 2 ans. Vous savez, les maladresses ou la maladresse de notre opposition, elle-même avait déjà proposé en son temps les glissements. Elle-même. Le dialogue, pardon. Le goût du pouvoir. L'opposition avait proposé le dialogue. Le dialogue ou les consensus? Non, le dialogue d'abord. On parlait du dialogue. Le consensus, ça va se faire autour d'une table. Ça ne va pas se faire chacun chez soi. Non. Il devait se mettre autour d'une table et parler processus électoral. M. Félix Tshisekedi voulait prendre son temps et venir au moment, en temps utile pour le convoquer. Il avait cette intention. En 2021, les Américains ont soutenu la thèse, l'idée de dialoguer. Il y avait une dame qui était venue, reçue par M. Félix Tshisekedi. Ils ont vu, c'est-à-dire la délégation a vu les autres opposants. Apparemment, tout le monde était d'accord, mais avec des conditionnalités. La situation a évolué. En 2022, le 31 décembre 2022, M. Félix Tshisekedi devait faire un message de la venue d'un gouvernement de très large union nationale. Le fait tellement qu'il n'a pas fait, il y a eu des agitations.
Vous avez vu des gens ont commencé à faire des déclarations parce qu'ils considéraient que M. Félix Ségué, une fois de plus, n'avait pas respecté ses engagements. Et la démarche a été accompagnée par la France, la Belgique. La classe politique était déjà consentante. C'est par contre nous autres qui avons dénoncé. Vous serez peut-être surpris, j'ai été appelé par tous ceux que vous appelez les opposants. Ils vous ont dit quoi? Ils m'ont dit non, comment tu veux dire ça? Tu n'as pas assez d'éléments et tout ça. D'autres ont dit non, tu es encore jeune, tu as besoin de vivre, moi, tes tu enfants. peux refuser les gâteaux. Non, mais attendez, j'ai quel âge? 45 ans. Seulement. Ah, vous pensez seulement? C'est pas beaucoup. Ah, vous pensez? J'ai 45 ans. Si je dois réfléchir par rapport à moi, quid alors de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants et de la société. et du reste de la société? Qu'est-ce que vous allez me donner pour résoudre tous les problèmes de ma famille? On doit éviter de considérer que l'essentiel pour le Congo, que chacun de nous la classe politique, que nous puissions tirer la couverture de notre côté. Non, il faut que nous voyions, parce que les gens semblent oublier. Il y a des grandes guerres qui arrivent. Est-ce que vous savez que la situation du Tchad continue avec la raréfaction des eaux douces? C'est un problème. Est-ce que vous savez que d'ici là, il y aura des réfugiés climatiques? Est-ce que vous savez que les autres pays nous convoitent aussi? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres matières qui deviennent de plus en plus rares? Est-ce que vous savez que la situation États-Unis-Chine peut aussi nous préjudicer? Arrêtons de rêver. Voyons la collectivité. Vous voulez permettre à M. Félix Ségué de glisser. Dites-moi, vous allez résoudre quel problème? Si la guerre de l'Est est réelle, quand vous mettez ensemble, vous allez résoudre quel problème? Vous deviendrez des militaires? Vous allez prendre des armes pour aller vous battre? S'il s'agit de processus électoral, vous voulez vous mettre ensemble pour organiser les élections. D'après certaines personnes, on nous dit, non, voilà, on va demander à Félix Ségué, s'il veut glisser, qu'il ne soit pas candidat. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour lui interdire de coercition, de contrainte. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il ne soit pas candidat? Parce que la CENI, si vous ne changez pas les acteurs de la CENI, si vous ne changez pas les acteurs de la Cour constitutionnelle, toutes choses restant égales par ailleurs, M. Félix Ségué peut postuler, il va vous dire non, voilà, son parti lui a demandé de retirer sa signature. Déjà qu'il ne respecte rien, même pas sa parole. Même pas son propre nom. Donc nous sommes là, devant des faits, devant des évidences. Si vous voulez résoudre le problème du Congo, mettez Félix Ségué d'à côté. Ça, vous non, on doit les redire. Éviter de trouver des solutions avec M. Félix Ségué. Vous pensez que, parlons maintenant des acteurs, hein, quelques acteurs majeurs, hein, Katumbi, Fayulu, Mukwege, Matata, Kabila, Muzito, oui, un peu oui. Vous pensez que ces gens vont accepter de glisser avec Félix pour le plaisir de glisser, ou soit ils vont, d'après certaines langues, ils vont seulement lui demander de la recomposition de la CENI et de la Cour, qui peut se faire tout au plus 3 à 4 jours, et les laisser gérer la période d'une année de transition pour que le processus soit assez fiable et permettre à tout le monde d'être candidat et de se faire choisir ou pas par le peuple. Personnellement, je n'adhère pas à cette approche. Je ne dis pas que vous adhérez. Non, mais effectivement, je m'inscris en faux. Non, mais ça peut se faire. Non, le raisonnement apparaît erroné. Ce raisonnement-là, qui est défendu, fort malheureusement, par une certaine catégorie de la classe politique. Non, mais dites-moi, quelle est la raison? Quelle est la raison du prolongement du mandat de M. Félix Ségué? La non-tenue des élections? Quelles sont les raisons? On dit la guerre. La guerre. Qui vous dit, la CENI n'est pas financée. Non, mais qui vous dit... Il y a la guerre, non, mais attendez. La CENI n'est pas financée. Voilà. Qui vous dit que si on lui accordait une année, il va résoudre la situation de l'Est? Qu'a-t-il déjà fait? A-t-il envoyé des gens en formation? Là, c'est un autre élément. Non, mais c'est ça la base du raisonnement. Non, comme nous avons une situation de guerre, on peut lui ajouter une année. Non, mais qui vous dit qu'en ajoutant une année à Félix Ségué, il sera en mesure de mettre fin à cette situation? Vous savez, si vous analysez très bien, si ceux qui disent ça ont raison, cela veut dire que si M. Félix Ségué obtient le glissement, il va intimer l'ordre au M23 de cesser d'attaquer le Congo. Parce que je ne vois pas
une réforme qui serait initiée au niveau de ces fameux gouvernements pour que l'armée soit en mesure de mettre fin au M23. Je n'en vois pas. On peut aller d'une année à 2 ans. Voilà. Si vous dites dans votre accord que pour qu'il mette fin à la situation de guerre, s'il y a des impondérables, il peut proroger. C'est ça, la même bêtise commise par cette opposition d'hier, lorsqu'ils avaient signé des accords avec M. Kabila. Ils ont dit ceci. Une année, avec possibilité d'ajouter encore une année. Ça fait 2 ans. Alors, dans l'accord, on avait dit une année. Toutefois, s'il y a ça, on peut. Et ça a été fait de manière automatique. Nous avons fait 2 ans. Ça, c'est la classe politique. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse suspendre la Constitution, des dispositions pertinentes de la Constitution, juste pour assouvir les appétits gloutons de la classe politique? Nous sommes là en train de parler d'impact social qui engage d'abord le peuple. C'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas la classe politique. Ne donnons pas l'impression comme si la classe politique a le certificat d'enregistrement. Comment voulez-vous que l'on nous prenne au sérieux avec des gens qui réfléchissent comme ça? Si vous voulez aider la République, faisons partie, M. Félix Tshisekedi. Et toute sa cohorte. S'il n'y a pas révolution, il n'y aura pas de solution. On peut organiser les élections en 2024. On peut organiser les élections en 2025. Avant que nous levions l'option, nous devons nous garantir d'abord sur la fonctionnalité de l'État et le respect des éléments structurels et culturels. Tant qu'on ne le fait pas, avec Félix? Non, on peut organiser les élections en 2024, en 2025, à condition d'abord de rétablir les équilibres sociétals au niveau de notre pays. Avec Félix, c'est comme non, mais quand j'ai dit comment recouvrer l'équilibre sociétal, cela veut dire que tous ceux qui sont fruits de la forfaiture électorale, tous ceux qui ont participé dans la forfaiture électorale doivent être maîtrisés. On prend M. Félix Tshisekedi, on prend M. Kabila, on prend M. Nanga, et on juge à titre posthume le vieux Luamba. En ce moment-là, tout le monde saura que le peuple est souverain. Personne n'a le droit de prendre le pouvoir sans l'avis du peuple. Si on ne le fait pas, on risque de faire du surplace. Merci beaucoup, Alain Boulouga. C'est moi qui vous remercie. Bandeko ya Grande Orientale, Pesi Tata Mokonzi chèque. Il y a $100 000 pas à la candidat. Bandeko, on va à combien? Bah combien? Bandeko la Grande Orientale, basangisi $100 000. C'est-à-dire basangisi mbongo 100 000 dans le cadre d'un parti politique. Hein, parce que ne me dites pas que dans la province orientale, Mobimba, bango nyonso baza pro Félix Tshisekedi. Il y aurait quoi aberration? Bandeko nyonso ya orientale, basangana qui pour soutenir comme un nanga. Bandeko la Grande Orientale, basangana pour soutenir Félix Tshisekedi. Bandeko la Grande Orientale, basangani pour soutenir Martin Fayulu. Bandeko la Grande Orientale, rassurer qui Moïse Katumbi qui va repasser sa voix. Non, quoi, nanani? Et comme nini? Et comme il a Moutafa, net de mon abat, nous, les ressortissants du Grand Équateur, vous allez parler en mon nom, vous êtes qui? Vous êtes des militants, des gens qui attendent des miettes chez Félix Tshisekedi. Non, Grande Orientale, ils allaient dans un tout. Il y a un grand ensemble. Il y a des opposants, il y a des gens du pouvoir, il y a la société civile, il y a des victimes, il y a tout ça. C'est ça la grande zone orientale. Bati comme ça l'aventure. Moi, 100 000 la pétion. Ceux qui basent qui au somona, bata grande orientale, basangani pour soutenir les déplacés. Félix Tshisekedi a posé 100 000. Mbongo Félix Tshisekedi est mort à Punja, il a 100 000. Félix Tshisekedi a l'équipe province mouvement Nambong. Félix Tshisekedi. Au lieu de la province, il y a grande orientale, mais à combien? Combien? Et combien pas à 100 millions? Et combien pas à 100 millions? Bazou est là à Zani. Otou est là à Zani. Les deux provinces, la moi en bon, vous avez qu'à Ituri, na Chopo. Vous donnez à Félix Tshisekedi ça, est-ce qu'il en a besoin? Azoïka pour na Oseka, c'est qui ici? Tant que au Kabelaka, na Moutumo, ya communication à PC. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Monsieur Félix est excessivement riche, il n'a pas besoin de votre argent. Toi et Mati, na chèque en Wana, tu es allé il y a 23 000. Tu?
avec des conséquences sur la vie sociale. Nous avons des température sociale et en boca. Hein? Nous avons Te bon matsambo. Bon papa bakisa. Maman ba komo be ba mitupa. Moi ba komo ma migraine. OK bina wenze boy ma deso ezaka moins cher en 3000. Mais ma deso ya mabe. Pour so ba 4000. Pour l'ambango il faut 4 mailles. Makale komi mukewe. Vie komi passe. Lipo ton somba 300 fait komi 1000 francs. Pistolet à 100 francs. Et komi 300. Si vous avez payé maman, elle a payé madame le Rolamba bien. Ce sont des choses où il faut tout traiter. Alors moi je me pose la question. L'aspect ni la vie nationale, bon moi il m'a échange. Bon supporter, bon ça va même pour supporter Facebook. Et monsieur Sili, dernier mot Alain Bolodjoa, dernier mot. Moi je pense que ce qui nous manque, c'est de fédérer les énergies et de donner la chance à la République. Je ne pense pas que le Rwanda soit le pays où on trouve plus d'intelligence. Mais apparemment, ils sont plus disciplinés que nous. Nos enfants sont plus intelligents que les enfants rwandais, dans la plupart des cas. Mais personne ne veut les exploiter. Et c'est ça la dangerosité du pouvoir de M. Félix. Nous devons arriver à fédérer les énergies pour que nous arrivions effectivement à mettre fin à cette aventure. Le Rwanda travaille dans la durée. Faisons la même chose. Faisons la même chose. Vous savez, il y a déjà, au regard des données au niveau de ces pays-là, si Kagame n'est pas là, si Museveni n'est pas là, il y a des jeunes qui sont préparés pour le remplacer. Et ces jeunes-là ont la même vision que nous. Si M. Félix Tshisekedi partait aujourd'hui, on va tout refaire. Parce que celui qui viendra n'aura rien en commun avec M. Félix Tshisekedi. C'est ce qui nous fragilise. Il faut que nous arrivions à avoir une vision globale, une âme, l'âme congolaise, une vision de développement, une vision de la politique, de la géopolitique, de la géostratégique. Il faut que nous ayons notre vision à nous, même si le président changeait, que l'on garde cette lueur d'espoir, que l'on garde cette vision. Pour l'éternité. Effectivement, on peut changer les stratégies, mais on reste dans la même vision. La vision congolaise. La vision de la grandeur. Cette vision. Celle de Lumumba. Exact. Exact. Il n'y a pas d'autre solution en dehors de la vision de Lumumba. Un Congo grand. Il n'y a pas d'autre solution en dehors de la vision de Lumumba. Vous voyez, tous ceux qui sont intervenus là pour empêcher cette vision n'avaient pas compris Lumumba. Lumumba a une vision des grandeurs. Ça demande juste à ce que nous autres, nous amenions notre stratégie pour atteindre cet objectif. La vision des grandeurs. Prenez M. Félix Tshisekedi. Vous savez, le projet qu'a M. Félix Tshisekedi. Le projet de société qu'a M. Félix Tshisekedi. Personne ne peut les décliner aujourd'hui. Personne n'a une idée sur ce qu'il veut. Toutes les institutions sont obsolètes. Aucune institution ne développe l'intelligence institutionnelle. Aucune. Dites-moi, qui est le Premier ministre? Samalukonde Kyenge. Sur le plan papier. Qui les sont? Personne. Paralysé. Quelle est la vision du Parlement? Mbosso Bahati. Voilà. L'un, on le cite dans les dossiers de tout ça. L'autre, il est dans les affaires de parcelles et consorts. Ils n'ont pas de vision. Nous voulons avoir une vision partagée. Cette vision-là n'existe pas. Moi, je crois que c'est possible de faire du Congo une grande nation au cœur de l'Afrique. Il faut quitter l'esprit de l'État pour migrer vers l'État-nation. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Merci à la réalisation assurée par les maestros d'Éric Lunkeba. Merci à vous, chers internautes. Merci pour la confiance. Continuez à vous abonner à la télé News RDC et au Songabiso Markasi. Tout ce pays Markasi. Inviter Moussoussou avec d'autres détails, tout ça pour éclairer. Il y a des choses qui choquent, des vérités qui choquent, mais qui libèrent. Libérer les cerveaux. Le cerveau est aujourd'hui en prison, il faut libérer les cerveaux. Et nous ne pouvons libérer les cerveaux que lorsque nous avons des médias forts, des médias puissants, des journalistes engagés pour la cause de la nation, comme Patrick Lukala. C'est à ce moment-là, Naba Alain, Naba Nikonyo Sohana, nouvelle génération avec un nouvel engagement
yango nde kosunga biso to changer mboka mais bino place botala biso il faut que bocha soutien bocha poids les bakino balobaka merci pour na lelo to sukia